Ok, donc du coup on commence. Donc déjà merci de vous être rendu disponible pour ce petit meet-up. Voilà, le meet-up va consister, voilà, vous expliquer un peu ce que c'est Safe, faire une petite introduction à Safe. Donc voilà, je vais essayer de faire assez rapide. Donc voilà, 45 minutes, 1 heure max. Et surtout si vous avez des questions ou quoi, des points que vous comprenez pas quand j'explique, surtout n'hésitez pas à me couper ou à poser des questions. On est là pour ça et voilà, je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Ok, donc le sommaire, premier, premier chapitre, donc faire une petite définition de safe, donc voir ensemble qu'est-ce que safe, etc. Deuxième point, je vais vous faire une petite intro sur les valeurs, les principes et les compétences de safe. Donc tout ça, ça va être un peu de la théorie, voilà, un peu du mindset, etc. Donc ensuite, à partir du troisième point, on va plus rentrer dans le concret, dans comment ça se passe, qu'est-ce qu'on met en place, etc., comment ça fonctionne. Donc en troisième point, on va voir les différentes configurations de safe. En quatrième point, safe essential. On aura des sous-catégories. Donc je vais vous parler des trains, des rôles, de la partie essentielle, du programme incrément, du PI planning et de la partie delivery continue, donc Ops, etc. Donc ensuite, en cinquième point, je vais faire une petite présentation de la solution Safe. Donc c'est la deuxième brique de Safe. Et voir comment on construit le programme board, avec notamment la notion de comment prioriser les différentes features, etc., qu'on va mettre dans ce board, donc avec la technique WSGF. Ensuite, en sixième point, le portfolio safe. Donc, comment construire la portfolio vision et voilà, vous expliquer ce que c'est le portfolio backlog. Donc, ça, c'est vraiment la partie un peu plus vraiment top management, business, budgétaire, etc. On passera assez rapidement dessus. Et enfin, septième point, comment implémenter safe dans une entreprise. Donc, étape par étape, quels sont les prérequis, etc. Des questions? Je passe à la suite. Donc, premier slide, donc qu'est-ce que SAFe? Donc, une petite définition. Donc, SAFe, c'est l'acronyme de Scaled Agile Framework. Donc, c'est un ensemble en fait de modèles d'organisation des workflows pour permettre du coup l'implémentation des pratiques agiles à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est adapté vraiment. Voilà, si on a une ou deux équipes, on ne fait pas de SAFe. C'est vraiment adapté pour des très grosses entreprises avec beaucoup d'équipes, etc., avec une solution assez compliquée à mettre en place, etc. Donc, euh, donc c'est un framework, c'est un peu comme Scrum, hein, ça reste un framework. Donc c'est un framework et c'est un ensemble du coup de connaissances qui comprend des conseils structurés sur les rôles et les responsabilités, donc tout ce qui est mindset agile, mindset lean, etc. Une méthode pour planifier et gérer le travail. Donc on va voir, il y a différentes cérémonies, événements, etc. qui vont permettre toute cette partie planification, ainsi que les valeurs à incarner. Donc, voilà, vraiment mindset agile et à grande échelle. Des questions, des points que vous n'avez pas compris? Je passe à la suite. Du coup, Safe, ça a été créé donc sa première version a été créée en 2011. Donc ensuite, il y a eu la version 2, 3, 4, 4.6 et aujourd'hui, on est à la version 5.1. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la 5.1. Alors, il n'y a pas de grosse différence entre, par exemple, la 5 et la 5.1. Il y a juste quelques notions, quelques nomenclatures qui ont changé. Mais voilà, donc là, ce que je vais vous présenter, ça va être, je vais me baser sur la version 5.1 de Safe. Donc c'est la dernière version, quoi. Donc on voit que c'est une méthode assez récente quand même, 10 ans, c'est pas énorme. On voit l'évolution, en fait, en 10 ans, ça a beaucoup évolué. Donc voilà, ah oui, et c'est 35% aussi des entreprises aujourd'hui utilisent Safe. On a 35%. Ensuite, la deuxième méthode la plus utilisée, c'est Scrum of Scrum.
C'est aussi voilà, de l'agilité à l'échelle, mais on va dire en plus simplifié, et peut-être pour des solutions un peu moins complexes. Ensuite, on a du Spotify, on a du Nexus aussi, qui est un peu utilisé. Et après, voilà, le reste, c'est plein d'autres méthodes un peu fait maison en fonction des entreprises, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, la méthode la plus utilisée en entreprise euh, pour tout ce qui est méthode agile à l'échelle, c'est SAFe. Donc forcément, c'est des grosses structures, quoi. Ouais, forcément, ouais, c'est ça. De toute façon, on va voir ensemble tout à l'heure, vous allez voir que c'est vraiment adapté pour les très grosses structures. Donc si par exemple, une entreprise a 3 équipes, euh, c'est pas safe, ça sert à rien du tout, c'est trop gros, c'est trop lourd, et enfin, ça va plus mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc c'est vraiment adapté pour les très grosses entreprises. Donc safe, donc un des piliers, le pilier de safe, c'est ce qu'on appelle la pensée lean. Donc lean, rapidement, mince. Lean, rapidement, c'est quoi par rapport à l'agile? Donc par exemple, l'agile, c'est le produit qui naît, donc la création du produit qui se fait via différentes couches successives, donc en itération. Voilà, on crée le produit par itération. Et en ligne, en fait, là, comme on le voit, c'est le produit qui est défini à l'origine. Donc, on a déjà une vision, une idée du produit, même si elle n'est pas 100% faite, etc. Mais voilà, on a déjà une vision du produit. Et c'est le processus, en fait, de production qui évolue au fur et à mesure. Donc, on part du produit pour faire évoluer le processus, toute l'organisation, le workflow, etc., contrairement à l'agile. Donc, le Lean, il vise à créer du coup un environnement de production optimal, donc en se basant sur la qualité, le délai et le coût, pour une production en série avec la capacité du coup à changer facilement. Donc, voilà, juste, alors avant de vous expliquer ça, donc en gros, c'est de mettre en place tout ça. Donc tout ça, c'est, bon, on verra tout à l'heure en détail, mais tout ça, ça va permettre, du coup, tout ça, c'est du lean en fait. On va se baser sur une vision produit pour mettre en place toute une organisation pour optimiser le produit, le delivery du produit, la qualité, etc. Ici, on voit que un des piliers, donc en bas là, un des piliers, c'est le Lean Agile Mindset. Donc, c'est euh, c'est cette partie-là. Donc, en détail, donc l'objectif en haut, donc du coup, l'objectif de Lean, comme je vous ai dit, du coup, c'est de fournir du coup la valeur client maximale dans les délais les plus brefs, tout en offrant une qualité du coup optimale au client et à la société dans son ensemble. Donc là, on va vraiment penser système, donc pas juste uniquement produit, mais aussi système. Donc système, ça va être toute la globalité de l'entreprise, l'optimisation de l'organisation aussi. Du coup, voilà, ça va aussi impacter un moral élevé, la sécurité et le plaisir des clients sont, du coup, ça va être des objectifs et des avantages supplémentaires. Donc, on va mettre vraiment, euh, on va tout centraliser pour, voilà, pour obtenir une valeur maximale. Donc, le premier pilier, du coup, c'est respect des personnes et de la culture. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est de traiter avec respect les gens qui sont habilités à faire évoluer leurs pratiques et à s'améliorer. Donc c'est la direction en fait euh, qui va mettre les personnes au défi de changer et pouvoir les orienter vers de meilleures méthodes de travail. Donc voilà, vous allez voir dans Safe, on met pas mal le point, pas mal d'importance sur le top management. Donc en gros, c'est eux qui vont diffuser les bonnes pratiques aux équipes. Ils vont aider les équipes à mieux travailler, mieux avancer, etc. Par contre, un point important, ce sont les équipes, les personnes qui acquièrent des compétences en résolution de problèmes et du coup en réflexion, qui sont responsables d'apporter les améliorations appropriées aussi. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'en haut qui a aucune connaissance ou on va voir aussi le côté formation, certification, etc. est très important.
Voilà, on va vraiment se focus sur la compétence des gens. Et ces personnes-là, on va identifier ces personnes-là et on va diffuser un maximum de bonnes pratiques et de connaissances, on va dire, aux équipes qui vont permettre de construire le produit. Ensuite, deuxième pilier, du coup, le flow, donc ça va être le débit. Donc c'est le flux de travail continu qui va prendre en charge la livraison de valeur incrémentale. Voilà, ça vous connaissez, hein. Donc là, on va plus rentrer dans du Scrum et du DevOps, donc sur la partie delivery continue. Donc ça va être basé aussi sur un retour et un ajustement constant, donc avec les différentes démos, etc., avec les feedbacks qu'on va avoir. Et le flux continu va aussi permettre une livraison de valeur plus rapide et des pratiques efficaces aussi de qualité. On va se baser aussi, par exemple, sur de XP programming, etc. Donc, pour avoir un code efficace et pérenne dans le temps. On va aussi mettre en place, enfin, du coup, dans le flow, on a aussi les améliorations constantes et une gouvernance aussi basée sur des preuves. Donc, ça va être sur des métriques. Donc, on va pas mal utiliser des métriques aussi pour nous améliorer. Ensuite, on a l'innovation. Donc, aider les gens à être innovants. Donc, voilà, on va mettre en place aussi des pratiques dans Safe qui va permettre l'innovation aussi technologique. Par exemple, on va se réserver un sprint dédié pour ça. On verra ça en détail. On va avoir aussi pas mal de liberté, on va dire, sur l'expérimentation et les différents feedbacks. Donc, via les démos, vous allez voir aussi, il y a des rôles clés aussi qui vont permettre d'avoir une vision technique un peu plus globale et donc architecturale. Donc, on va vraiment se baser aussi sur ces visions-là et ces personnes-là. Il y a aussi la notion de go aussi. Donc, en gros, ce qu'on préconise, c'est que le top management aille sur le terrain et voit d'elle-même. C'est pour ça aussi, c'est très important que tout le monde travaille dans le même environnement, dans le même bâtiment, à minima, même si c'est pas le même open space, à minima dans le même bâtiment, pour que le top management ou les décisionnaires, etc., aillent sur le terrain et voient comment ça se passe, motivent les gens, etc. Et enfin, l'amélioration continue. Donc, on est toujours en amélioration continue, en inspect and adapt. Voilà, il y a des rétros, il y a, il y a les différents feedbacks qu'on a aussi via des métriques. On a les différents milestones aussi, les différents jalons dans lesquels on va se donner des objectifs. Donc, et tout ça, ces objectifs sont diffusés à toutes les équipes. Donc vraiment, c'est un environnement ultra transparent. Donc voilà les piliers de Lean. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, du coup, on va passer aux valeurs, principes et compétences. Du coup, SAFe se base sur 5 valeurs. Donc, on a 5 valeurs SAFe. Je vais commencer par la gauche, donc l'alignement. Donc, SAFe va exiger en fait que les entreprises mettent en place des cadences de planification et de réflexion à tous les niveaux de l'organisation. Donc, une fois ces cadences mises en place, euh, chacun comprend l'état actuel de l'entreprise. Donc, voilà ce que je vous disais en fait, c'est une diffusion d'informations, diffusion d'objectifs communs. Les objectifs, donc voilà, chacun comprend l'état actuel de l'entreprise, donc pourquoi elle fait ces choix-là, les objectifs et la manière dont chacun doit interagir avec les autres pour les atteindre. Donc, pour ça, par exemple, on a le PI planning, etc., qui permet d'aligner les équipes. On a différents autres points de synchronisation aussi entre trains. On verra ça plus en détail. Donc voilà. Ensuite, on a la qualité intégrée, donc le building quality. Donc dans le framework Safe, en fait, l'agilité ne doit jamais être obtenue du coup au détriment de la qualité.
ce qui est logique. Donc Safe va exiger en fait des équipes de tous les niveaux, que ce soit niveau portfolio, large solution ou vraiment équipe, qu'elles définissent ce que terminer signifie en fait, pour chaque tâche ou projet. Donc pour ça, par exemple, on va utiliser la méthode Kanban. Ça va permettre de se focaliser sur des tâches unitaires et non pas faire plein de choses en même temps. Voilà, quand on fait plein de choses en même temps, au final, bah, on fait que la moitié des choses, hein. Donc, voilà, il y a aussi cette notion de focaliser sur une tâche bien précise. Et quand elle est terminée, elle est vraiment terminée. Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est une organisation assez top-down. Donc, il suffit qu'une des chaînes soit brisée, tout de suite, ça peut voilà, causer pas mal de soucis. Euh, du coup, euh, voilà. Donc, ensuite, on a euh, oui, pour la qualité aussi, on a cinq dimensions, donc 5 dimensions clés. On a donc le flux, la qualité de l'architecture et du design. Donc ça, c'est très important vu qu'on travaille sur des solutions très complexes. Donc il faut que la qualité de l'architecture soit au top, en fait. La qualité du code, très important aussi. Donc ça, avec des méthodes comme XP Programming, etc., ça va aider aussi les équipes à garder un code propre, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui travaillent sur la même code base. La qualité du système, donc ce que je vous disais, l'organisation, que chaque personne soit responsable et connaisse bien ses différents rôles et ses objectifs, et la qualité de la livraison, pour faire un feedback au maximum, et pour ça, on a la partie DevOps. Ensuite, on a la partie transparence. Donc, Safe, du coup, va encourager les comportements qui renforcent la confiance, notamment en planifiant le travail en lots plus petits. Donc, vraiment, on travaille avec des lots très petits afin que les problèmes puissent être détectés plus rapidement ou en fournissant une visibilité en temps réel sur l'avancement du backlog à tous les niveaux. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'intégration continue avec la livraison de packages, de petits packages en quantité assez soutenue. Donc par exemple, pour ce côté transparence, on a le PI System Demo. Donc ça va être une démo à chaque PI. PI, on va voir ce que c'est. C'est un ensemble de sprints. Donc cette démo va permettre de donner de la visibilité en fait au métier, aux business owners, etc., de l'avancement du projet et récupérer les feedbacks. On a aussi les rétrospectives et les workshops aussi de résolution de problèmes. Par exemple, les 5 pourquoi, etc. Donc ça, c'est vraiment interne aux équipes aussi. Et aussi d'un point de vue, en fait, et aussi d'un point de vue portfolio. Donc les workshops de résolution de problèmes font partie aussi intégrante de l'organisation SAFE. Ça, c'est un point important aussi qui est parfois négligé par les équipes. Donc, faut faire attention à ça. Et enfin, on a le programme exécution. Donc, l'exécution du programme, du coup, bah, c'est au cœur de Safe, hein, comme vous voyez. Il soutient tous les autres aspects du framework. Donc, les équipes et les programmes doivent pouvoir fournir régulièrement un service de qualité, des logiciels fonctionnels et une valeur métier. Voilà, ça regroupe un peu tout. Et enfin, la cinquième valeur, donc ici, elle n'est pas représentée, mais c'est la partie direction. Donc, comme je vous disais, Safe donne pas mal d'importance à la partie top management direction. Et dans Safe, en fait, on exige un comportement de leadership, donc leadership lean agile, hein, car seuls les dirigeants peuvent transformer le système et créer l'environnement nécessaire pour inclure toutes les valeurs fondamentales. En gros, voilà. On voit, il n'y a pas de secret. En général, le changement vient du top management, vient d'en haut. Les équipes, parfois, elles travaillent super bien, elles sont très matures au niveau agile. Mais si en haut, ça ne suit pas, s'ils n'ont pas le mindset, s'ils n'ont pas les bonnes pratiques, etc., bah, c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc, Safe va donner, on va dire, cette possibilité, cette capacité en haut à diffuser les bonnes pratiques et qu'elles soient respectées. Ensuite, Safe a 10 principes.
Du coup, le premier, adopter une vision économique. Donc, chaque personne dans la chaîne de décision doit comprendre les implications économiques de l'entreprise. Donc, pourquoi on le fait, quels sont les objectifs budgétaires, la concurrence, etc. Donc, il y a cette notion de budget qui est important dans SAFe. Appliquer la pensée systémique, donc c'est améliorer le maximum de valeur du système, amélioration du workflow, des process, etc. Donc on ne va pas juste penser produit, on ne va pas juste penser équipe, on va vraiment penser tout. Donc chaque décision va impacter tout le système. Ça, c'est un point important. C'est voilà, c'est comme encore une fois, c'est une grande architecture, c'est une grande, c'est plein d'équipes qui travaillent tous ensemble. Du coup, le moindre problème ou la moindre modification, ça va impacter tout le système. Du coup, c'est très important d'avoir cette vision, euh, cette big picture en fait de Safe. En troisième point, on a assumé la variabilité et préserver les options. Donc, par défaut, en fait, la conception, comme vous le savez, hein, de logiciels, systèmes, etc., c'est un exercice incertain. Donc, on a souvent des incertitudes et des points qu'on n'avait pas forcément prévus, etc. Donc, ce principe répond à cette incertitude. Bah, par exemple, les développeurs qui commencent par envisager plusieurs options de conception. Donc, quand on va commencer à cadrer un sujet, on va se poser la question de quels sont mes plans B, mes plans. Plan A, plan B, plan C. Voilà. Donc, du coup, à mesure que les arbitrages économiques et techniques sont réalisés, donc plus haut, du coup, les options les moins appropriées sont éliminées. Donc, il faut toujours garder plusieurs plans pour pouvoir s'adapter et pas être bloqué. Voilà. Et ça vient aussi par les décisions techniques et budgétaires en haut. Ensuite, en quatrième point, on a construire progressivement avec des cycles d'apprentissage rapides et intégrés. Donc, comme je vous ai dit, hein, on travaille sur une solution, pas juste uniquement sur une équipe. Donc, peu importe si, par exemple, un composant du système fonctionne bien individuellement, en fait, c'est l'ensemble du système qui doit être fonctionnel avant de juger qu'un choix par exemple, de conception pardon, est viable. Donc, le feedback est très utile, hein, et on a besoin d'avoir un feedback très régulier. Sinon, on rentre dans un silo, un goulot d'étranglement. Donc voilà, c'est ça, ça va permettre de gérer les risques et d'apporter aussi de la valeur plus régulièrement. Donc notamment avec l'intégration continue que va proposer Safe. Ensuite, on a en sixième point, visualiser et limiter le work in progress. Donc réduire les tailles de l'eau et gérer les longues files d'attente. Donc c'est ce que je vous disais. En fait, on va travailler en petits bouts, on va livrer par petits bouts et limiter les work in progress. Donc ça rentre dans le cadre de Kanban. Donc, avoir une definition of done claire, nette et précise, et aussi avoir une priorisation. Si par exemple on a la colonne, je sais pas moi, test in progress, et qu'on la limite pas par exemple à 3 ou 4 éléments, on peut en avoir 10. On va avoir 10 éléments et au final, bah, on va rien terminer. Donc du coup, ça va nous aider à se focaliser sur un objectif bien précis afin qu'on puisse bah, du coup terminer tout ce qu'on a commencé à faire et se limiter du coup à des petites tâches. Ensuite, en septième point, on a appliqué une cadence et se synchroniser avec la planification interdomaine. Donc interdomaine, ça reste entre trains, entre techniques, entre produits, etc. Donc quand on dit une cadence, c'est les sprints, on parle de sprint. Donc, voilà, ça rentre dans le cadre de Scrum, hein. Ensuite, on a déverrouillé la motivation intrinsèque pardon, des collaborateurs. Donc, ce sont les employés du coup qui effectuent les tâches les plus importantes. Et leurs managers, du coup, qui sont en haut de la hiérarchie, peuvent ne pas être experts dans le domaine, ce qui est logique. Donc, il est vraiment important de comprendre cette dynamique et de diriger les subordonnés, du coup, en conséquence, de diriger les collabs en conséquence. Donc, du coup, pas être donneur
décision. Pas interférer dans leur travail et faire confiance aussi, très important. Faire confiance, si on ne fait pas confiance, les gens ne sont pas motivés. Aussi leur donner l'opportunité aussi de pouvoir s'exprimer et de proposer aussi des nouvelles choses. Enfin, on a le point 9, donc décentraliser la prise de décision. Donc, par exemple, lorsque les membres de l'équipe disposent de l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions cruciales, bah, les tâches n'ont pas à passer par différents niveaux de hiérarchie. Donc, on prend les décisions tout de suite, on sait à qui s'adresser et la prise de décision et du coup le time to market, etc. est grandement amélioré. Donc, on n'a pas à escalader 3, 4, 5, 6 personnes pour prendre une décision. Normalement, une décision doit se faire de manière autonome et connue. Et organisée autour de la valeur. Donc safe est organisé autour de la valeur et non du projet. Donc on ne parle pas de projet, on parle de valeur, donc ce que va apporter du business. Est-ce que vous avez des questions sur les principes? Et je passe à la suite. On va passer au du coup 7 compétences. Donc ça c'est une vision voilà, un peu de résumé de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc on a en bas le Lean Agile Leadership. Donc elle décrit comment en fait les leaders permettent aux équipes, aux individus d'atteindre leur plein potentiel. Donc leading by example, comme je vous disais, donc c'est dirigé par l'exemple. Donc déjà voilà, aller sur le terrain, donner l'exemple, former les personnes au mindset, etc. Être leader de changement aussi. Donc voilà, c'est vraiment le principe de donner l'exemple. Ensuite, on a le Team and Technical Agility. Donc, c'est les équipes et du coup, techniques agiles se concentrent sur l'organisation d'équipes agiles interfonctionnelles. On voit hein, dans les équipes, voilà, ça reste le même principe que Scrum. Donc, on n'a pas eu toutes les équipes sont cross-fonctionnelles. Par exemple, dans un train, avec différentes équipes, on va pas avoir juste une seule technologie, etc. Donc, chaque personne aura un rôle différent. On aura des QA, on aura des UX, UI. Donc, voilà, ça va être une équipe multidisciplinaire. Euh, donc, ah oui, un point aussi important, donc les équipes ne sont pas contraintes d'utiliser un seul framework agile. Donc, par exemple, une équipe peut travailler en Kanban, une équipe peut travailler en Scrum, une autre, je sais pas moi, voilà, dans une autre méthode. Mais le but, enfin, l'essentiel, c'est qu'elle soit synchronisée. Qu'elle soit, voilà, que chaque équipe peut utiliser la méthode qu'elle veut. Tant qu'elle est synchronisée, on est bon. Donc, du coup, ça va permettre aux équipes d'apprendre et de grandir ensemble et aboutir à des solutions business innovantes avec un délai de mise sur le marché plus rapide. Voilà. Chaque équipe se dit, OK, moi je sais quelle est ma manière de travailler la plus efficace. Forcément, elle va être plus efficace derrière sur le delivery. Si on leur impose une méthode de travail, ça va être un peu plus compliqué. Le temps qu'elle s'adapte, il y aura sûrement des réticences, etc. Donc, ça va bloquer. Ensuite, on a le Agile Product Delivery. Donc, ça consiste à créer le bon produit ou service pour les bons clients au bon moment. Elle est fondée sur la co-création de valeur et place le client au centre de chaque décision prise. Pour cela, on utilise des pratiques comme le design thinking, qui est un peu le cœur de la méthode SAFe. Hein. Là, on voit, ça va permettre en fait d'avoir les différents besoins du client, euh, avoir une vision, une roadmap client, un story mapping client par exemple, un empathy map, voilà, plein de techniques différentes. En gros, on va baser notre produit sur l'utilisateur et pas sur un projet, pas sur. Voilà, on va se mettre vraiment à la place de l'utilisateur pour pouvoir au mieux définir les besoins
de l'utilisateur et du marché aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de concurrence. Et voilà, le but numéro un de chaque entreprise, c'est comprendre l'utilisateur et apporter ce dont il a besoin. Donc, en combinaison, du coup, avec les pratiques agiles, on a aussi les pratiques DevOps, donc ce que je vous disais, voilà, livrer très rapidement, de manière continue, pour, du coup, délivrer de la valeur au maximum et le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dans le monde dans lequel on est, dans l'IT, on est H24 en concurrence. Et, les projets avancent très vite, il y a beaucoup de concurrence et voilà, si on met 5-6 mois ou 1 an à sortir un produit, bah, on est déjà à la ramasse, on est déjà en retard par rapport à la concurrence. Donc voilà, et surtout dans des grosses structures comme ça, complexes, bah, si on ne sort pas rapidement, on peut vite se retrouver en mode cycle en V et jamais sortir le produit et avoir fait 1 an, 2 ans de projet pour rien. Ensuite, on a le Enterprise Solution Delivery. Donc, ça va offrir une approche flexible du développement, du déploiement et de l'exploitation du système. Donc là, on est déjà dans une vision un peu plus macro. Donc, on va fournir, donc la fourniture de solutions d'entreprise est basée sur des systèmes lean, donc plus avancés. Donc, ce que je vous disais, hein, un produit qu'on adapte, enfin, un produit, une vision produit, ensuite on adapte le workflow, etc. La fourniture de solutions d'entreprise tire également parti de la simulation et la virtualisation dans un environnement optimal. Donc, ça va permettre de créer des systèmes vivants, donc, voilà, en collaboration, etc. Donc, ça, voilà, c'est une partie assez abstraite, mais voilà, le but, c'est de délivrer une solution, en gros. On a délivré une solution, donc une solution, c'est un ensemble de features. Ensuite, on a le Lean Portfolio Management. Donc, c'est de la gestion du portefeuille. La gestion du portefeuille Lean. Donc, on ne va pas gérer le portefeuille du projet, mais d'une valeur business. Donc, on verra, hein, on a différentes. En fait, pour chaque valeur, donc pour chaque épique, on va dire, voilà, pour faire simple, pour chaque épique, on va avoir une ligne budgétaire. Enfin, on a une organisation agile. Donc, aider les organisations à réagir rapidement lorsque des événements inattendus se produisent. Donc, c'est un peu le quotidien, hein, c'est le quotidien, on voit en agilité, le quotidien de chaque équipe, gérer les points qu'on n'avait pas forcément anticipés. Donc là, du coup, ça va nous permettre de mettre en place voilà, des techniques pour vite nous adapter, etc., et contribuer aux besoins. Et enfin, on a le Continuous Learning Culture. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est la partie innovation, inspect et adapt, et learning organization, donc apprendre des erreurs. Chaque personne dans l'organisation apprend et grandit ensemble. Donc, ce que je vous disais aussi, vous allez voir, dans un train, on va avoir différentes équipes, leurs différents trains. Donc voilà, on va tous avoir la même vision, voilà, pour nous améliorer. Je passe à la suite. Donc voilà, en gros, tout ça c'est un résumé. Donc voilà, avoir un état d'esprit agile, avoir une équipe agile hautement performante. Donc voilà, c'est un résumé en gros de ce que je vous ai dit. Maintenant, on va rentrer plus dans le concret. Donc aujourd'hui, on a 4 configurations safe. Donc Essential à gauche. À droite, on a le Large Solution. Donc c'est une couche en plus sur l'Essential. Ici, on voit Large Solution, on va dire que c'est la vision feature. Le portfolio, donc c'est essentiel plus portfolio, donc la partie budgétaire, épique.
Et enfin, on a la configuration full, donc Essential, Large Solution et Portfolio. Voilà, donc à minima, on est obligé d'utiliser Essential. Large Solution, Portfolio, enfin, la version full, on va dire, c'est adapté aux entreprises déjà matures, qui font du safe depuis un certain temps, qui, voilà, avec une grosse organisation, avec des pôles de valeur déjà bien définis et assez complexes. Que, alors, par exemple, moi, je vous donne un exemple, chez Carrefour, dans la mission où je suis actuellement, on est dans la configuration full. Il y a vraiment voilà, tous les niveaux de safe qui sont mis en place. Donc en détail, du coup, on va voir Safe Essential. Donc la définition Essential, c'est quoi? C'est en fait, c'est la configuration la plus basique du framework. Donc elle convient à la majorité des implémentations de Safe ou, ou une première version d'un déploiement plus important. Donc en gros, voilà, c'est le MVP à minima. Hein. À minima, c'est le MVP de Safe. Donc cette configuration est beaucoup plus simple et abordable que la version Big Picture, donc la version full. Elle fournit les éléments minimaux pour un premier déploiement avec Safe. Voilà. Peut-être plus en détail. Ok, donc en fait, alors pour après la formation, je vous invite vraiment à aller voir sur ce site, donc, ce qu'est l'Agile Framework, c'est le site officiel de Safe. Et en fait, ici, euh, on a toutes les configurations et toutes les explications de chaque élément, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. On a vraiment tous les détails des différents éléments composés par Safe. Donc ici, en fait, on voit, alors là, dites-vous ici, c'est la notion d'équipe. Et ici, c'est le train. Donc, on va voir ce que c'est le train, déjà, cette notion de train. Dans Safe, première couche. Donc, un train, donc c'est une organisation, c'est un regroupement de 5 à 12 équipes. Donc, en gros, dans un train, on va avoir 50 à 125 personnes. Donc dans un train, ça va être cross-fonctionnel. Donc, par exemple, on va avoir des développeurs PHP, des développeurs Java, des QA, des UX/UI, etc., etc. Donc, des QA, des automaticiens. Donc, on va avoir tout type de profil. Et en fait, le train va partager une mission business et technologique, du coup, commune. Du coup, chaque train va planifier. Attendez, là, c'est un peu coupé. Donc, chaque train va planifier. Enfin, chaque train planifie, engage, développe et déploie ensemble. Donc, les ART, donc ce qu'on appelle Agile Release Train, du coup, moi, j'appelle ça les trains. C'est plus simple. Donc, les trains sont organisés autour des flux de valeur, de développement important de l'entreprise et existe uniquement pour réaliser la promesse du coup de cette valeur en créant des solutions qui offrent des avantages à l'utilisateur final. Donc en gros, voilà, pour résumer, un train, c'est plusieurs équipes qui vont délivrer une valeur. En fait, voilà, ils sont regroupés par chaîne de valeur. Donc du coup, un train, par exemple, je vous donne un exemple concret pour un site e-commerce. Par exemple, chez Carrefour, on va avoir 4 trains différents. On va avoir le premier train produit, donc avec 4 équipes différentes. Donc on aura l'équipe front, donc du coup qui va s'occuper de la partie product page, product list, menu, etc. On va avoir une autre équipe du coup, dans ce train qui va gérer la contribution des produits. On va avoir une autre équipe qui va gérer la partie search, donc la partie moteur de recherche. Et on aura une autre équipe qui va s'occuper des API des produits. Donc, en gros, on aura le bac qui va contribuer les produits, etc., avec les différents métiers, partenaires, etc., qui va envoyer des informations au middle, qui va créer des différentes API, et le front va les consommer.
du coup, là, on a 4 équipes et, qui constituent un train, le train produit. Ensuite, à côté, on va avoir un autre train, par exemple un train commande, qui, lui, va s'occuper de la partie checkout, de la partie panier, et voilà, de tout ce qui est commande, etc. Ensuite, on va avoir un autre train sur la partie plutôt utilisateur, donc mon compte, historique des commandes, retour des commandes, etc. etc. Donc, voilà comment est constitué le train. Donc ici on voit, donc dans un train on a différentes équipes. Donc voilà, ils sont tous alignés hein, sur la définition, le build, les tests et les déploiements. Voilà, ils ont tous la même organisation, ils sont tous synchronisés. Est-ce que vous avez des questions sur cette notion de train? Non. Non, ok, c'est compris. Je passe à la suite. Donc du coup, alors on va avoir différents rôles. Je vais revenir ici. Donc ici on voit en fait, ça c'est au niveau équipe. Dans chaque équipe, on va avoir un Scrum Master, un Product Owner et du coup l'Agile Team. Bon, rapidement, hein, je pense que vous connaissez déjà tous. Donc Agile Team, donc ça reste une team Scrum classique hein, avec les développeurs, donc 5 à 11 personnes max. Donc là, vu qu'on est en safe, on peut avoir un peu plus de personnes. Donc elle va définir, mettre en place, tester et délivrer un incrément de produits. Donc, voilà, on a les développeurs, le QA, UX, UI, etc. Donc classique. On a un Scrum Master, donc voilà, coach, il va permettre de faciliter la productivité de l'équipe, maximiser la productivité de l'équipe, voilà, enlever tous les obstacles, checker les dépendances, etc., etc. Donc rôle du Scrum classique. Et enfin, Product Owner, donc responsable du backlog produit, responsable du delivery de la valeur du produit, prioriser le backlog, etc. Donc, créer des user stories. Ça ne change pas. Derrière, on a 3 autres rôles. Donc eux, en fait, ils vont former une triade. Donc on a le RTE, le Product Manager et le système architecte. Et en fait, on a un RTE par train, un Product Manager par train et un système architecte par train. Donc si on a par exemple 4 trains différents, ben, on va avoir 4 RTE, 4 Product Managers, 4 systèmes architectes. Alors le rôle du RTE, donc vraiment en gros résumé, hein, donc ça va être de faciliter du coup l'exécution du programme, élimination pardon, des obstacles, la gestion des risques et des dépendances et l'amélioration continue. En gros, pour résumer, c'est le Scrum, c'est le chef des Scrum. Voilà. Donc, si par exemple on a 4 équipes différentes, on peut avoir, je sais pas moi, soit 4 Scrum ou 2 Scrum par exemple. Moi, dans mon cas, on a 4 équipes dans un train. Chaque Scrum s'occupe de 2 équipes différentes. Donc, du coup, en gros, c'est le chef des Scrum. Voilà, en gros. Donc, voilà. Pour plus de détails, il va communiquer. Il a un rôle assez politique, hein. Il va communiquer avec les parties prenantes. Il va escalader aussi ça va être son rôle d'escalader les risques, les différents obstacles que les équipes vont, vont rencontrer. Il va se synchroniser avec les autres RTE des autres trains pour identifier les besoins, les risques, les décalages de planning, etc. Donc, voilà, il a vraiment ce rôle de Scrum of Scrum, quoi. Ensuite, on a le Product Manager, Product Management, le PM. Donc lui, il est responsable de ce qui est construit, donc, du produit qui est construit, tel que défini par la vision, la roadmap et les nouvelles fonctionnalités du programme backlog. Donc ici, on a le programme backlog, donc ça va être la partie plus feature. Donc lui, il va être responsable des features. En fait, il va diffuser toute cette vision, toute la partie roadmap à ses PO, aux équipes.
Donc du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ils travaillent avec les clients et PO à comprendre et communiquer leurs besoins et aussi participer à la validation de la solution. C'est lui qui va participer aux différents kick-offs, aux copies, etc. Donc, sur le suivi de la solution, il va présenter aussi ses solutions au top management. Voilà, et en fonction de ça, en fonction des décisions, il va pouvoir réadapter le tir et euh, donner la bonne route à suivre aux PO et aux équipes. Et enfin, ensuite, on a le système architecte. Donc, c'est soit une personne, soit une équipe. Donc, ça dépend. Donc, là, on va partir du principe que c'est une équipe. En fait, lui, il va plus être responsable de la partie technique et architecturale du train. Donc, comment optimiser au maximum la stack technique. Et voilà, par exemple, on peut porter un projet d'optimisation, je sais pas moi, de optimisation du cache pour que des pages s'affichent plus rapidement, etc. En fait, il va incorporer dans le backlog des NFR, donc c'est des Non-Functional Requirements. En gros, ça va être des sujets qui n'apportent pas forcément de valeur métier, mais qui apportent une valeur technique, technologique, et, voilà, soit pour optimiser le code, soit pour voilà, que le code soit périn, ou voilà, optimisation du code. En gros, c'est l'archi du train. Ensuite, on a le business owner. Du coup, c'est le parti prenant du train. Donc, c'est lui qui est responsable des- du business du train. Hop. Donc, le business owner, voilà, c'est lui qui est responsable de la valeur business que va apporter la solution que va développer le train. Ici. Donc là, c'est la triade. Ici, on a le business owner par train. On peut en avoir plusieurs, hein. On peut avoir plusieurs business owners, et pas forcément tout seul. Il peut porter une feature. Pardon, un business owner peut avoir deux, trois features. Et du coup, si par exemple un train a 5 ou 6 features, ben, on aura trois, quatre business owners. Voilà, ça peut arriver. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non, ça va. Ok. Moi, j'ai juste une Ensuite, petite question, Ilker. Je sais pas si tu m'entends. oui. Pourquoi on a choisi cette image du train? Est-ce que on n'a pas pris un avion? Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. Parce qu'il y a des wagons dedans, parce qu'il y a des Ouais, arrêts. Est-ce qu'il y a en un fait, lien c'est en ça. particulier avec l'image du train? C'est ça. En fait, ils ont pris le train pour l'image des wagons et le fait qu'on soit tous dans la même gare et qu'on avance tous dans le même train, quoi. C'est l'expression, on est tous dans le même train. Attendez deux petites secondes. Je suis juste- Ok. D'autres questions? Non. Ok, ça marche. Je passe à la notion suivante, le programme incrément. Donc ici, on voit, c'est ce qu'on appelle PI. Dites-vous que chaque ligne ici, c'est un sprint. Donc voilà, on a des systèmes démo, donc voilà. Chaque ligne, c'est un sprint. Et ici, la notion de PI. Donc qu'est-ce que c'est le Product Increment? Donc c'est une période au cours de laquelle donc, un train fournit une valeur incrémentale sous la forme de logiciels et de systèmes fonctionnels et testés. Donc elle dure généralement 8 à 12 semaines. En gros, dans un PI, on peut avoir après, ça dépend des sprints. Si on part sur des sprints de 2 semaines, on peut avoir 4 à 6 semaines, 4 à 6 sprints par PI. Donc, le modèle le plus courant pour un PI est 4 itérations de développement suivies d'une itération d'innovation et de planification. Donc, du coup, par exemple, dans un PI, on va avoir 4 sprints. Et le dernier, le cinquième, ça va être réservé à l'innovation, de l'optimisation,
et aussi la planification du prochain PI. Donc, commencer à préparer les éléments du prochain PI. Donc, toute la partie refinement, grooming, etc. Donc, toute la partie aussi estimation des sujets, découpage des sujets pour le prochain PI. Donc, en gros, comment ça se passe? Donc, dans un PI, on a tout ça. Donc, ici, on a niveau équipe. Donc, on a les daily, les reviews de sprint, le backlog refinement, donc les grooming, les rétros, et le sprint planning. Donc, classique Scrum avec les différentes équipes. Donc, et du coup, au plus haut niveau, donc ça au niveau du train, donc on a le Scrum of Scrum. Donc ça, c'est un point, on va dire, hebdomadaire en général. Donc toutes les semaines, on a un point de synchronisation entre tous les Scrums pour checker les risques et les dépendances de chacun de nos équipes et pouvoir s'aligner et de pouvoir s'aligner et anticiper et s'adapter du coup. Ça, c'est un point important. Il y a les PO Sync. Ici, la synchronisation des PO. Donc pareil, ça se fait en parallèle. Donc c'est la synchronisation de tous les product owners du train. Et ça permet de s'aligner aussi pareil sur les dépendances, s'il manque des jeux de données, sur l'avancement aussi de la roadmap, si on est en retard, la planification, etc. Et enfin, on a le système démo. Donc c'est tous les 2 sprints. On a le système démo, donc c'est l'ensemble du train. En fait, toutes les équipes du train qui font, voilà, c'est la démo du train. Donc, on a la démo ici de chaque équipe, donc en Scrum classique. Donc là, on a la démo du train tous les 2 sprints. Ensuite, on a la préparation du PI. Donc ça se fait aussi en parallèle, en parallèle de tout l'avancement de l'équipe. On a la notion de inspect et adapt. Donc ça, voilà, c'est le principe d'adaptation. Donc grâce au système démo, etc., on récupère les feedbacks, on récupère les différents feedbacks, notamment au rétro aussi, on s'adapte. Et aussi, on a le PI planning. Donc du coup, à la fin de chaque PI, enfin, au début de chaque PI, on a le PI planning. Donc ça va permettre de planifier en fait les X prochains sprints de chaque train. Donc ça, on va revenir plus en détail et voir comment ça fonctionne, comment c'est mis en place en détail dans les prochaines slides. Donc voilà, en gros, on se base sur le plan, do, check, adjust. Donc le plan, c'est le PI planning. Le do, du coup, c'est l'exécution, hein, c'est tout ce qu'il y a dans l'équipe. Le check, c'est la système démo. Et l'adapt. Adapt and adjust en fonction de tous les retours qu'on a eu au fur et à mesure de l'avancement du projet. Est-ce que la notion de PI est claire? Oui, ok. Oui. Mais ma question, c'est au niveau du check, est-ce qu'on check seulement au niveau du système démo ou bien il y a eu un check entre les différents sprints pour délivrer Oui, c'est ce que je disais ici. En fait, on a à chaque fin de sprint, on garde la démo. Donc chaque équipe fait une démo soit entre elles, soit aux différentes parties prenantes. Mais chaque équipe le fait entre elles. Et ensuite, on a le système démo qui, elle, va se faire entre les différentes équipes du train. Par exemple, ici, tu vois, dans un train, on va avoir plusieurs équipes. En fait, toutes ces équipes vont se réunir et vont faire une démo de tout ce qu'elles ont fait. Et à tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pendant cette système démo, on va inviter, par exemple, les epic owners, les business owners. On va aussi inviter... alors, on invite vraiment qui on veut. On peut même inviter le top management, voilà, les big boss. On les invite pour qu'ils fassent leur retour, pour qu'on leur montre comment avance le train. En gros, dites-vous, un train, c'est une grosse équipe. Et voilà, dites-vous, un train, c'est une grosse équipe. Du coup, il y a toujours cette notion de démo. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Et les sprints, ils sont, pour toutes les équipes, ils sont tous de même durée? Ouais, ils sont tous du même durée, ouais. Ok.
Et comment on fait pour aligner que toutes les équipes peuvent être le même sprint, de même durée de sprint? C'est le prochain slide. C'est grâce au PI Ok, planning. Le PI ok. planning qui va permettre d'aligner en fait toutes les équipes, d'aligner les Mhm. dépendances, risques et aussi les priorités de chaque équipe. Et comme ça, on va avoir une Ok, roadmap bien précise et ben, je vous expliquerai. Je vais vous expliquer là. ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tu peux continuer. Pour moi. Ok. Du coup, prochaine slide. Donc, du coup, les équipes se synchronisent avec le PI planning. Donc, le PI planning, c'est un événement en face à face, donc de 2 jours, et alignant toutes les équipes du train. En fait, là, il parle de toutes les équipes du train, mais on peut avoir plusieurs trains. Si par exemple, on a 5 trains différents, on aura les 5 trains pendant ce PI planning. Donc, ça va permettre d'aligner du coup tous les trains sur une mission et une vision partagée. Donc, alors, le PI planning, c'est vraiment le gros plus en vrai de Safe. Donc, si voilà, s'il y a une chose qu'il faut retenir de Safe et des points positifs, c'est vraiment le PI planning. C'est voilà, ça va permettre vraiment de, en gros, si on fait pas de PI planning en entreprise, il n'y a pas de cette notion de PI planning voilà, d'ajustement de cette vision, etc. On fait pas de Safe parce que tout se base sur ça en fait. Donc, voilà, comme je vous ai dit, donc toutes les parties prenantes sont en face à face. Donc, voilà, même si, voilà, après, quand on dit face à face, il suffit qu'elles soient dans le même immeuble, hein. En général, c'est 2 jours, on le fait sur place. Bon, on l'a déjà fait à distance à cause du Covid, c'est un peu plus compliqué. Ça fonctionne parce que voilà, chez Carrefour, ils en sont à leur 10e PI planning, donc voilà, ils savent comment ça fonctionne. Mais pour des nouvelles équipes, etc., il faut que tout le monde soit sur place. C'est beaucoup plus simple, interactif et au final, c'est un bon moment parce qu'on rencontre aussi les personnes avec lesquelles on travaille assez souvent et ça permet de créer aussi des liens, ce qui est très important aussi. Donc voilà, c'est vraiment le point, l'événement le plus important de Safe. Donc c'est 2 jours, comme je vous ai dit, donc à la fin de chaque PI, donc soit toutes les 8 à 12 semaines. Donc la direction va établir la mission avec le minimum de contraintes possibles. Et les décisions, du coup, ça va permettre aux décisions des parties prenantes du coup, à être accélérées, quoi. On va avoir les infos très rapidement sur les points de blocage, etc., vu que les personnes sont vraiment tous focus sur le même objectif. Du coup, bah, on a tous les mêmes problématiques et les prises de décision sont très rapides pendant les PI planning. Alors, les bénéfices, du coup, donc établir une communication en face à face, voilà ce que je vous ai dit. Créer un réseau social voilà, entre équipes du train ou entre les autres trains aussi, donc très important. Aligner le développement au business, à la vision business, avec un business contexte, une vision et des objectifs pour chaque équipe et chaque programme PI. Donc tout ça, on va le voir en détail comment on met tout ça en place. Donc identifier les dépendances entre chaque train, donc ça c'est super important aussi. Donc pouvoir identifier les dépendances et du coup ça va aussi nous aider à anticiper les problématiques et aussi à mieux planifier nos sujets. Ça va permettre aussi de donner l'opportunité de juste à temps. Ok, donc en gros, vu qu'on va aussi travailler avec les UX UI en collaboration, voilà, ils seront là aussi. Du coup, on pourra réadapter aussi certaines demandes en temps réel. Du coup, bah, ça va accélérer aussi ce processus de, euh, de cadrage de sujets ou de clarification de certains sujets. Donc voilà, en gros, les bénéfices, en gros, c'est de la pure synchronisation.
Les inputs du PI planning, donc ce dont on a besoin pour commencer un PI planning. Si on n'a pas ces éléments, c'est qu'on n'est pas prêt et donc on risque de ne pas réussir notre PI. Donc ça, c'est les 3 points très importants. Un contexte business, donc du top management, donc pourquoi on fait ça, quel est l'objectif, voilà, avec des métriques, etc., là où on veut arriver. Une roadmap et une vision. Et très important, le top 10 des features du programme backlog. Donc, voilà, ils me disent, voilà, le top 10 pour le prochain PI, c'est ces 10 features-là. Comment on fait pour les sortir? Voilà. C'est ni plus ni moins. Parce que si on en a trop, on ne pourra jamais tenir sur un PI. Et si on n'en a pas assez, bah, du coup, les équipes n'auront pas assez de travail, tout simplement. Donc top 10, en général, c'est plutôt correct. Après, voilà, ça demande... tout ça, c'est réadapté pendant le PI planning. On peut partir sur les 8 features au final, en fonction de la priorisation et surtout de la capacité des équipes. Alors, les objectifs du PI planning, c'est quoi? Du coup, c'est définir collectivement l'objectif du prochain PI, aligner les équipes sur la stratégie, identifier et gérer les dépendances et créer, donc en gros, la finalité. À la fin du PI planning, on va voir ce genre de tableau qui va être créé. Donc, c'est ce qu'on appelle un programme board. Donc, créer un programme board des fonctionnalités à développer pour les 8 à 12 semaines. Donc, voilà, pour les prochains sprints. Par contre, attention à un point très important, et c'est aussi le piège du coup de cet exercice de PI planning, c'est que on peut pas tout détailler en fait en avance. Le contenu des 4 ou 5 prochains sprints, en fait, on a une vision macro, on a des estimations assez macro. Forcément, on n'a pas tous les sujets détaillés à 100%. Par exemple, pour un sujet qu'on va prendre au sprint 4, bah forcément, quand on commence à parler du sujet, etc., on n'a pas forcément tous les éléments, que ce soit technique, tous les éléments, peut-être UX, UI, il peut nous manquer aussi encore des maquettes, etc. Donc, on n'a pas forcément tous les éléments, mais avec l'expérience, les équipes, elles savent plus ou moins combien d'efforts ça peut coûter, etc. Et comme on connaît déjà la vélocité des équipes en amont du PI planning, donc les Scrum voilà, donnent la visibilité sur la vélocité de l'équipe sprint par sprint. En général, ça ne change pas. Si l'équipe, voilà, depuis 1 ou 2 PI, elle fait 50 points, bah, voilà, on sait que par sprint, elle peut prendre 50 points. Du coup, en fonction de ces 50 points, on peut dispatcher les différentes features ou les différentes US qu'elle peut prendre dans le PI, dans les 5 ou 6 prochains sprints. Mais du coup, le piège, ce qu'il faut faire attention avec le PI planning, c'est que c'est pas quelque chose gravé dans le marbre. En fait, c'est pas, voilà. Et parfois, le top management prend ça un peu comme une promesse. C'est une planification, mais c'est pas forcément une promesse. Voilà, parfois, voilà, on a du mal à comprendre qu'il y a certaines choses qui peuvent être dépriorisées ou modifiées parce qu'on n'avait pas vu telle ou telle problématique. Mais voilà, en tout cas, le PI planning, ça permet en tout cas de donner un maximum d'anticipation sur les problématiques. Du coup, comment ça se passe? Donc, on a dit que c'était sur 2 jours. Donc ici, on a un calendrier, on va dire, d'exemple. Donc là, on a par exemple de 8h à 9h business context. Voilà, on n'est pas obligé de le faire à 8h. On n'est pas obligé de le faire de 8h à 9h. On peut le faire de 9h à 10h, etc. Donc ça change d'entreprise en entreprise, mais au moins, ça vous donne une vision un peu macro de comment est organisé un PI planning. Donc, premier point, ça commence toujours comme ça. On a le business context. Donc, on a le business owner ou un epic owner, voilà, ça dépend. Donc là, on va partir du principe qu'un business owner, il va décrire l'état actuel du produit. Donc, où on en est, quels sont les KPI, quels sont
les revenus générés par notre produit, etc. Il va partager une vision du portefeuille, il va présenter une perspective sur l'efficacité avec laquelle les solutions existantes répondent aux besoins actuels des clients. Donc en gros, il va faire un état des lieux de ce qu'on a fait au précédent PI et de ce qu'on a mis en place. Ensuite, on a le deuxième point, donc Product Solution Vision. Donc cette fois-ci, c'est le Product Manager qui va présenter la vision actuelle du produit et le top 10 du coup des features à mettre en place. Et il va mettre en évidence tout changement par rapport au PI Planning précédent, ainsi que tous les jalons à venir. Donc en gros, voilà, dans ce point très important, on va dire, OK, voilà ce qu'on veut faire au prochain PI. Voilà les features qu'on veut mettre en place. Ensuite, on a l'architecture, vision et développement practice. Donc ça, c'est le système du co-architecte qui présente la vision de l'architecture et les différentes bonnes pratiques ou évolutions techniques à mettre en place. Donc en gros, c'est pareil que le point d'avant, sauf que là, on va plus parler technique, optimisation du code. Ensuite, on a le planning context and launch. Donc c'est le RTE du coup qui prend la parole, qui prend le point. Il va présenter le processus de planification et les résultats attendus. Donc en gros, voilà, il va nous expliquer comment va se dérouler les journées, les documents à remplir, etc., etc. Et les différents jalons aussi à respecter. Voilà, il va dire par exemple telle feature, on veut la livrer tant, telle date, etc., etc. Et ensuite, les équipes, elles vont découper ces différentes features pour pouvoir les caler dans leur sprint et checker les dépendances, etc. Et pour que toutes les équipes soient alignées. Ensuite, on a le team breakout. Donc, alors ça, c'est un gros point. Du coup, j'ai mis dans la slide suivante. Donc, au cours de ce processus, les équipes identifient les risques et les dépendances et rédigent leurs objectifs PI d'équipe initiaux. Donc voilà, ils se disent, OK, en gros, à la fin de ce point-là, on se dit, OK, moi, je vais pouvoir livrer telle fonctionnalité avec tel business value. Et par contre, si l'équipe n'a pas assez de capacité ou qu'elle est bloquée sur un point, elle identifie la feature qu'elle ne pourra pas livrer. Donc les objectifs PI incluent généralement du coup des objectifs non engagés, qui sont des objectifs intégrés au plan, par exemple des histoires qui ont été définies et incluses pour ces objectifs, mais ne sont pas engagées par l'équipe en raison d'un trop grand nombre d'inconnus ou de risques. Donc voilà. Donc en gros, à la fin du team breakout, on a les différentes features que l'équipe peut embarquer ou non pour le prochain PI. Donc voilà, hein, c'est un atelier vraiment avec toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe participe, donc PO, Scrum, équipe de dev. Et voilà, on va chercher les infos à gauche, à droite. On collabore aussi avec les autres équipes pour voir comment, voilà, si ce qu'on veut mettre en place, ça correspond aussi à leur stack technique ou à leurs besoins, etc. Donc voilà, c'est vraiment un moment d'échange. Donc c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Et un moment d'échange et de partage de connaissances et de refinement. C'est pendant ce point-là aussi qu'on peut estimer les tickets, etc. C'est un gros refinement. Ensuite, on a le draft plan review. Donc, les équipes présentent, du coup, après la première phase de team breakout, les équipes présentent les principaux résultats de la planification, notamment la capacité et la charge, les projets d'objectifs du programme à incrément, les risques potentiels et les dépendances. Le business owner, product manager, les équipes et les stakeholders, donc les parties prenantes, examinent et fournissent des commentaires. Voilà, on présente tous les résultats du team breakout. On leur dit voilà où on en est, quelles sont vos remarques, est-ce qu'il y a des changements à faire, est-ce que vous êtes d'accord, etc., etc. Ensuite, on a le management review and problem solving. Donc la direction peut négocier des changements de portée et résoudre d'autres problèmes en acceptant divers ajustements de planification. Donc en gros, ce point résulte du draft plan review. Est-ce que vous avez des questions sur cette première journée?
Ensuite, oui, alors du coup, le team breakout, en fait, j'avais 2 slides. Donc, en gros, comment ça va se présenter? Donc, ici, chaque vignette, c'est du coup une équipe. Ici, ça va être donc niveau train, du coup, programme PI objectif. Donc, ici, on aura le train 1 avec les 4 équipes qui vont définir leurs différentes features qu'elle va pouvoir livrer. Ici, on va avoir l'objectif du train et enfin l'objectif de la solution. Donc la solution, ça va être l'EPIC qui va regrouper les différents trains. En gros, on a train, équipe et solution. Deuxième jour, donc on a le planning adjustment, donc présentation par la direction de tous les changements apportés à la planification et ressources. Donc voilà, ici le temps qu'ils réfléchissent, ici c'est la restitution de ce point-là. Ensuite, on a encore le team breakout. Donc les équipes continuent de planifier en fonction de l'ordre du jour de la veille, donc en fonction de ce qui est des différents réajustements à faire, en faisant les ajustements appropriés. Voilà. Ensuite, on a le Final Plan Review and Nudge. Donc, toutes les équipes présentent leur plan au groupe. À la fin de la plage horaire, l'équipe précise les risques et les contraintes et fournit les risques au RTE. On a le programme risque, donc catégorisation des risques identifiés. Donc, on a 4 types de risques, donc Resolved, Owned, Accepted et Mitigated. Donc en gros les points mitigés. Donc en gros le result, donc c'est les risques qui sont acceptés. Non pardon. Alors les results, ce sont les risques qui ont été identifiés mais résolus. Donc on les garde quand même en archive. Les owned, ce sont les risques qui sont porteurs avec un owner. Donc, par exemple, je sais pas moi, le risque, c'est que la planification, c'est que l'équipe A ne puisse pas délivrer à temps la fonctionnalité. Voilà, l'owner, on va dire que c'est le PO, par exemple. Accepted, ce sont les risques qu'on a identifiés mais acceptés. On se dit, OK, voilà, ce risque est accepté. Il n'y a pas de... Ça a été accepté par le business owner, par le product manager, etc. Donc voilà, on le garde quand même, mais c'est accepté, on fait avec. Enfin, mitigated, ce sont les risques que l'équipe va pouvoir, résoudre, ou en tout cas avoir un plan pour résoudre le risque. Donc voilà. Donc les mitigated, c'est voilà, les risques identifiés, mais avec une résolution un plan de résolution à côté. Ensuite, on a le vote de confiance, donc sur l'objectif du PI. Est-ce que l'équipe est confiante? Donc en général, tout le monde se réunit et on note de 1 à 5 si on est confiant ou non sur nos engagements, sur tout ce qui doit être sorti, etc. Donc si par exemple l'équipe vote 1, c'est qu'il y a un problème. Donc ça va nécessiter un retravail soit sur la planification, soit sur soit sur la capacité des équipes, soit sur les différents risques qu'elle a, etc. Donc elle va devoir retravailler son plan. Et si c'est 5, c'est que l'équipe est très confiante et qu'il y a de fortes chances qu'elle puisse atteindre ses objectifs, qu'elle n'a pas vu de points bloquants, en fait, pour sortir toutes les features nécessaires. Enfin, on a le plan rework. Donc, si nécessaire, l'équipe peut retravailler son plan afin d'avoir un vote de confiance plus élevé. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Et enfin, on a la rétrospective qui est guidée par le RTE sur le PI planning. Donc, on va voir ce qui s'est bien passé, etc. Pendant le PI planning et pouvoir trouver des points d'amélioration pour les prochains PI, pour les prochains PI planning, pour pouvoir s'améliorer. Et du coup, voilà, le résultat final, c'est ça. En gros, ici, on a chaque itération avec les différentes features. Et ici, on a des ficelles. En fait, ce sont les dépendances. Donc,
donc en fonction des dépendances, les équipes vont dispatcher leurs features, leurs US dans les sprints. Est-ce que vous avez des questions sur le PI planning? Pas sur le PI planning, mais c'est juste pour la durée. La Du durée de quoi? meetup, est-ce que ça va? Du Ah meetup. oui. Ouais, là, j'avoue, c'est un peu long. Bah, c'est pas grave, je m'arrêterai ici et je ferai une autre. Au pire, je ferai une deuxième session sur le reste. Si ça va, si ce qu'il reste n'est pas beaucoup, on peut continuer. Mais si tu Je penses vais essayer de faire rapide. que Je vais essayer de faire très rapide. Donc, on a le delivery continu, donc c'est la partie DevOps. Donc voilà, hein, je ne sais pas si vous avez besoin d'une définition. Donc c'est un état d'esprit, une culture, un ensemble de pratiques techniques. Il assure la communication, l'intégration, l'automatisation et une coopération étroite entre toutes les personnes nécessaires pour planifier, développer, tester, déployer, publier, maintenir une solution. En gros, c'est de l'intégration continue. Donc comment ça se passe? Voilà, on a une nouvelle idée de feature, la feature voilà, est définie, elle passe en design, donc dans la partie UX UI, on le code, ensuite on le teste, le PM accepte, donc c'est accepté par le métier, on déploie sur staging, donc sur un environnement de test, on teste, donc là tout ça c'est la partie test, on déploie en prod, et en fait c'est toute cette partie déploiement en prod où toute l'intégration continue va entrer en jeu, on va pouvoir déployer en prod à la demande, en fait, ce qu'on appelle des release on demand ici, en petits packages. Donc en gros, on peut faire, par exemple, si demain j'ai envie de livrer une nouvelle fonctionnalité que je viens de mettre en place, bah, normalement avec ce système de DevOps, je peux le livrer tout de suite en fait. Normalement, je n'ai pas de contrainte de livraison. Je ne dois pas attendre un mois ou une semaine, etc. Je vais pouvoir livrer à la demande. Et derrière, je vais pouvoir aussi activer ou désactiver des fonctionnalités grâce à des feature flags. Il y a aussi une notion de feature flag qui est mise en place pour pouvoir désactiver ou activer une fonctionnalité. Donc en gros, voilà, ça se passe comme ça. Le delivery continue, donc bon, je vous passe les détails. Sinon là, ça va prendre trop de temps. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez compris le principe. Donc intégration continue, on délivre en petits packages quand on veut. Ensuite, je passe à la partie. Donc là, on a parlé d'Essential. Maintenant, je parle de large solution. Donc ça va ajouter une brique en plus. Donc là, la brique solution train, donc c'est l'ensemble des trains. Donc ce que je vous disais, donc là, c'est la vision feature. Cette version ajoute à Safe le niveau solution, enseignement chaîne de valeur, sans la gestion de portefeuille. Donc, cette version est destinée aux entreprises qui construisent des solutions vastes et complexes. Cette nouvelle couche va permettre la synchronisation de plusieurs solutions ainsi que des différents trains qui interagissent entre eux. Donc voilà, c'est une couche supérieure qui va permettre d'englober les différents trains, quoi. Et du coup, on a la solution backlog. Donc rapidement, donc on a le programme backlog ici, solution backlog là. Donc programme backlog, celui-là, ce niveau-là, c'est la liste des features d'un seul train. D'accord? Ici, c'est un train. Et ici, c'est les features de plusieurs trains. Donc, voilà. Donc si par exemple dans une entreprise, on a besoin que d'un seul train, bah, on n'aura pas forcément besoin de cette couche. Si l'entreprise est très grande et qu'on a plusieurs trains, bah, on va mettre en place cette large solution. Donc voilà, on a nos différentes features, les enablers. Donc les enablers, c'est tout ce qui est solutions techniques, features techniques, etc. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est partie architecte, etc. Et du coup, un point important aussi pour pouvoir prioriser toute notre backlog, on a le modèle WSJF, donc c'est le Weighted WSJF, donc c'est le Weighted Shortest Job First. Donc ça va permettre d'établir une hiérarchie, de prioriser en fait les features, tout simplement, en fonction de la valeur business, donc la valeur métier de la fonctionnalité, donc la business value, donc la criticité temporelle, donc
voir si la fonctionnalité doit être livrée rapidement ou non. Si par exemple on a une campagne de publicité qui démarre dans une semaine et on a besoin d'une fonctionnalité, bah, la criticité temporelle elle va être très élevée. Et du coup, pour donner une valeur à chacune de ces points, on va utiliser la suite de Fibonacci. Donc ensuite, on a la réduction des risques et création d'opportunités. Donc c'est à voir, est-ce que ce qu'on va livrer, ça va permettre de réduire le risque ou de faciliter le développement d'une autre fonctionnalité. Si par exemple, je veux développer une fonctionnalité dont a besoin une autre équipe pour qu'elle elle-même puisse avancer dans son développement, du coup, ce point-là va être très élevé. Et enfin, la durée du travail, donc ça va être l'estimation de l'effort. Donc, comme vous connaissez en Scrum classique, hein. Donc ici, on a un exemple. Donc, par exemple, l'EPIC A, elle a une business value très élevée de 13 points, un time critical de 8 points, donc élevé, une réduction des risques, donc, du coup, une importance, peut-être au niveau de dépendance, etc., de 8 points, et un job size de 5. Donc, en gros, plus cette valeur est élevée, et plus la fonctionnalité ou la feature est importante et devra être priorisée. Donc ici, on voit que l'EPIC A est prioritaire, ensuite l'EPIC B et l'EPIC C en fonction des différentes valeurs. Donc c'est comme ça en fait qu'on construit le backlog des features. Le solution backlog et le programme backlog. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de faire le plus vite possible. Ici, en fait, du coup, à ce niveau-là, on va avoir une couche de synchronisation en plus, donc solution train sync, donc ça va être en gros le RTE de plusieurs trains. En gros, on va retrouver les mêmes points, sauf que ça va être une synchronisation à plus haute échelle. Donc ici, on a les solutions train sync. Donc ils récupèrent en gros les informations d'ici pour, voilà, pour les repartager entre eux et voir les différentes dépendances au niveau vraiment feature et épique. Ensuite, on a les synchronisations des architectes pour pouvoir synchroniser les décisions architecturales de toute la solution, de tous les trains, pour pouvoir les homogénéiser, etc. On a la solution démo, donc c'est système démo, on avait dit que c'était le train. Solution démo, c'est l'ensemble des trains. La préparation du PI, pareil, inspect and adapt. On a la notion aussi de pré-PI planning, donc ça va être la réunion en général de tous les RTE, de tous les solutions train sync, de tous les PM, et voilà, ça va permettre de faire une première passe sur le PI, donc la préparation du PI planning. Donc, voilà, identifier les features importantes, voir lesquelles on peut sortir, etc. Et enfin, on a le post-PI planning, donc ça va être une sorte de rétrospective du PI planning, quoi, à plus grande échelle. Des questions? Portfolio Safe, donc la troisième, donc là c'est la vision épique. Donc cette configuration fournit une stratégie de portefeuille donc budgétaire, donc apporte la gestion des financements et investissements et permet de prendre en compte les orientations stratégiques et permet à la direction de vérifier l'alignement stratégique avec le plan d'exécution. Enfin, on a la version full, celle-là, qui regroupe Portfolio, Large Solutions et Essential. Donc c'est la version la plus complète. Elle prend en charge la création de grandes solutions intégrées qui nécessitent de synchroniser une centaine de personnes ou plus, mais pas la plus adaptée pour une première implémentation au sein d'une organisation. C'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est vraiment quand l'entreprise est très grande, très mature, et voilà. Donc, pour les plus petites entreprises, Essential suffit. Donc ici, on a la notion de portfolio vision. Donc c'est une description de l'état futur des flux de valeur et des solutions d'un portefeuille et décrit comment ils coopèrent pour atteindre les objectifs du portefeuille et l'objectif plus large de l'entreprise. En gros, c'est l'épique. Là, on est vraiment au niveau épique.
Donc ici, voilà comment ça se... On a un exemple ici, on se pose des différentes questions. Donc voilà, c'est vraiment vision long terme. Une épique, par exemple ici, une épique, elle peut durer plusieurs PI. Une épique n'est pas forcément obligée d'être terminée en un seul PI. Elle peut durer 2, 3, 4 PI. Pour construire le portfolio vision, on a le SWOT, donc c'est le Strength, Weakness, Opportunity et les forces, les menaces, pardon. Donc c'est la matrice. Donc ici, on a un exemple. Donc en fait, on va analyser le SWOT et ensuite, grâce au SWOT, on va passer à un niveau un peu plus détaillé. C'est le TOWS. Alors je ne sais plus ce que ça voulait dire. C'est je sais plus. Du coup, ici, on a un exemple. Donc, par exemple, donc en gros, ça se passe comme ça. Donc, ici, on a le SWOT. Et ici, à l'intérieur, on a une matrice, en fait, en fonction, par exemple, des forces et des opportunités. Sur quelles forces et quelles opportunités on peut s'appuyer pour nous améliorer, quelles sont les menaces et nos forces, etc. Donc, ici, on a un exemple, par exemple, l'exemple de chez Peugeot. Donc, les forces, par exemple, de Peugeot, aujourd'hui, c'est que son modèle, par exemple 3008, fonctionne super bien, elle a un succès incroyable, etc. Et l'opportunité, du coup, une opportunité externe, c'est la croissance des marchés émergents, par exemple la Chine. Et du coup, donc, dans cette matrice, donc ça serait sa force, ça serait de lancer le modèle 3008 sur les marchés émergents. Donc ça, c'est une épique, par exemple. Ici, là, on sort tout de suite une idée, une épique. Ensuite, les menaces externes par rapport à ces forces internes. Donc ici, on a la saturation des marchés. Donc ça, c'est une menace. Donc, par exemple, en France. Et du coup, ce qu'on peut utiliser comme force pour, pour contrer un peu la menace, c'est privilégier, par exemple, la gamme SUV sur les marchés saturés. Donc ça, c'est une deuxième épique. La faiblesse, par exemple, de Peugeot, c'est la taille limitée par rapport à ses concurrents. Du coup, les opportunités alliées aux faiblesses, ça peut être alliance avec les nouveaux marchés. Et du coup, ces faiblesses par rapport aux menaces externes, ça va être accroître sa taille, la rentabilité sur le marché saturé. Donc ça, on va dire que ça va être une vision très long terme. Ça va être une épique très long terme. Donc là, déjà, on a 4 épiques. On a déjà construit, par exemple, ici, là, à ce niveau-là, dans le portfolio vision, 4 épiques. Donc, et en fonction de ces épiques-là, on va les découper en solutions backlog, programme backlog, etc. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la notion. Donc voilà, donc c'est ça. Ici, on construit nos business épiques, donc ça par exemple. Ensuite, on met dans le portfolio épique, on découpe en programme backlog et on dispatch dans les trains ou dans la solution du train. Voilà. Ça va dépendre de la configuration. Donc, il y a aussi la notion de Lean Portfolio Management. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, ce n'est pas un point très important. Déjà, là, le plus important, c'est ça. Cette notion de portfolio vision et comment on découpe, comment on crée nos différentes épiques pour les dispatcher dans les différents trains. Et enfin, on a la dernière partie, donc comment implémenter SAFe dans une nouvelle entreprise. Donc, premier point, reconnaître et communiquer le besoin du changement. Donc, en détail, donc, les responsables de l'entreprise ont besoin d'identifier et communiquer les raisons commerciales du passage à SAFe. Donc, pourquoi on le fait? Il y a toujours une raison. Et du coup, c'est de communiquer cette raison et avoir conscience aussi du besoin du changement. Donc, si on n'a pas forcément conscience, bah, ça ne marchera pas. Deuxième point, identifier et former les agents du changement. Donc, ce que je vous disais au début, c'est en fait, les dirigeants doivent identifier des personnes à former qui, eux, vont diffuser et seront porteurs en fait de la bonne mise en pratique de SAFe. Ensuite, former les directeurs, cadres et managers. Donc, en gros, ces personnes-là vont former les directeurs, les cadres et les managers. Créer un centre d'excellence agile Lean. Donc voilà, donc ça va être le change, quoi. En gros, ça va être un pôle d'experts, voilà, de
coach, etc., qui vont être un peu les garde-fous de la mise en place de Safe. Ensuite, identifier les flux de valeur et les trains. Donc d'abord, on identifie les flux de valeur. Par exemple, sur Carrefour, on a par exemple, le premier flux de valeur, ça va être, je sais pas moi, le site, par exemple, carrefour.fr. Ça, c'est une valeur. La deuxième, ça peut être, je sais pas moi, l'application qui va gérer je sais pas, les commandes en magasin. Voilà, j'invente. La troisième chaîne de valeur, ça va être l'équipe commerciale, par exemple. Donc, du coup, là, on a identifié nos 3 chaînes de valeur et à l'intérieur de ces chaînes de valeur, on va identifier les trains. Donc, quels vont être les différents trains qu'on va pouvoir mettre dans ces chaînes de valeur. Donc, voilà, par exemple, pour l'IT, donc pour Carrefour.fr, on va mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le train produit, le train commande, le train mon compte, etc. Et ensuite, à l'intérieur, on va les découper en équipes. Ensuite, on a priorisé et établir une feuille de route. Donc tout ça, c'est sur papier encore, hein, on n'a rien mis en place. Prioriser et établir les feuilles de route. Donc une fois que les objectifs organisationnels, donc ici, ont été définis, il faut hiérarchiser les objectifs et définir une feuille de route pour concrétiser la vision globale de la transformation agile. Donc la mise en œuvre implique d'abord de sélectionner le premier flux de valeur, puis de sélectionner le premier train et répéter le process. C'est ce que je vous ai dit, en gros. Voilà, c'est le même cheminement, c'est le même mindset que de l'exemple que je vous ai donné juste avant. Définir les paramètres pour chaque lancement. Donc, pour lancer avec succès chaque train, votre organisation doit d'abord le définir les délais, constituer des équipes agiles et former le personnel et effectuer des évaluations de l'état de préparation. C'est voilà, former les équipes de chaque train. Donc, plus à ce niveau-là, quoi. On va plus descendre à ce niveau-là. Former les équipes et assurer que tout le monde comprend leur rôle. Et enfin, on va exécuter un premier train. Là, on va mettre en place le premier train. Donc, on va vraiment aller petit à petit. On va pas tout, on lance pas par exemple, si on a 4 trains, on va pas lancer les 4 trains d'un coup. On va en lancer d'abord un, on va tester avec, on va voir comment ça fonctionne, et petit à petit, on va s'améliorer et en lancer un autre. Donc voilà, pareil, lancer plus de trains et de flux de valeur. Donc, on va commencer par un flux de valeur, un train, puis 2 trains, 3 trains. Après, quand tout le flux de valeur est complet, on passe à un autre flux de valeur et pareil, on lance un train, 2 trains, etc. Ensuite, on étend au niveau du portefeuille pour diriger la transformation de l'entreprise. Voilà, ça. Et enfin, maintenir et améliorer l'efficacité opérationnelle à l'échelle de l'entreprise. Bon, j'ai fait très vite, j'ai fait le plus vite possible pour les derniers points. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair, mais bon, il faut aussi du temps pour repasser. Alors, il y a beaucoup d'informations. C'est assez. Ouais, en fait, tant qu'on l'a pas fait, tant on n'est pas rentré dedans, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup de choses à voir, mais dites-vous que en gros, c'est un gros scrum. Ici, on est en scrum, équipe. Et voilà. En gros, ça permet de se coordonner. En fait, ici, c'est un gros bloc et on a différentes équipes par bloc. Je sais pas si Oui, c'est très clair. clair, je pense pas, mais Je pense qu'il faut comprendre la notion du release train et après, c'est le même principe pour les autres couches aussi. c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a déjà le train là dont vous parlez et après là pour l'autre couche, l'art solution, donc c'est le même principe qu'on a adapté pour faire le train, mais ça sera avec au lieu des sprints, ce sera des trains. C'est Et ça. pour la couche portfolio, c'est la même chose.
que pour des solutions. C'est ça. En fait, ici, c'est une chaîne de valeur, donc une solution. Donc, c'est X train. Et ici, c'est X solution train. Donc ici, là, chaque ligne, c'est X solution train. Donc à l'intérieur, on peut avoir une, deux, trois solutions train et avec plusieurs trains différents à l'intérieur. Oui, exactement. Voilà, dites-vous un train, on va dire que c'est une grosse épique, quoi. Un train, c'est une feature. En gros, un train, c'est une feature, c'est une partie du site. Voilà, dites-vous que c'est une partie de un découpage. Voilà, c'est un découpage de feature. C'est un découpage de feature en équipe, en résumé. Donc en 1 heure, c'est vraiment pas évident, surtout que voilà, je pense pour vraiment bien comprendre, il faut mettre la main dedans, il faut pratiquer. Dès qu'on pratique, au final, on se rend compte que bah, c'est assez simple à comprendre, mais là, ouais, en théorie, c'est un peu compliqué, surtout en 1 heure, là, quand même un peu plus. Ça peut être un peu flou, il y a eu beaucoup d'informations. J'ai essayé de faire au mieux. Et t'as fait l'assertif aussi? Oui. Et elle dure combien de temps? L'assertif, la formation, elle dure 2 jours. Et c'est suffisant pour bien Franchement, comprendre? non. D'accord. Faut travailler à côté. Faut réviser à côté, parce que Mm. 2 jours, c'est pas suffisant. Mhm. Ok.